L'image du jour, c'est la révélation des deux équipes qui disputeront un match le 8 avril 2022. Voilà l'équipe des Patriotes et les sociolo-communistes. Ah ça va être un beau match. Nous sommes le 7 novembre 2021 dans un empile Je suis majeur, bonsoir. L'émission est imaginée en 1988 par Alain de Greff, le directeur historique des programmes de Canal+. L'émission aura de base été conçue pour remplacer la partie animée par les nuls dans l'émission culte Nulle part ailleurs. Elle est inspirée de Splitting Image, une émission britannique elle-même inspirée du Bébé Show, ancienne émission de TF1. Et impressionné par cet humour gratuit, Alain de Greff décide que sa nouvelle chaîne privée doit aussi avoir une émission de critique satirique et humoristique, durant entre 9 et 12 minutes de préférence. Il décidera de s'associer en 1988 à Alain Duverne, créateur des marionnettes du Bébé Show, ayant récemment quitté TF1 après avoir vu à quel point les tournages du Bébé Show étaient bâclés. Alain Duverne aura donc créé une série de marionnettes qui seront les vedettes des arènes de l'info. Duverne aime d'ailleurs souvent rappeler que, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas lui le géniteur des Guignols. Il aura d'ailleurs déclaré « De Greff c'est le père, moi je suis la mère », avec humour. Pour cette nouvelle émission, Duverne doit faire preuve d'ingéniosité et mettre au point des marionnettes en latex, avec un système pour animer les yeux et ainsi rendre les marionnettes plus expressives. Au départ, une vingtaine de marionnettes avaient été fabriquées pour l'émission qui en compte aujourd'hui plus de 300. En moyenne, 15 marionnettes sont appelées pour chaque émission, même si ça peut dépasser la centaine pour le tournage des fictions. À peu près 30 marionnettistes travaillent en intermittence pour l'émission. Les marionnettes sont donc réalisées à la demande des auteurs. Alain Duverne contacte alors Bruno Marty, dessinateur spécialisé dans la caricature, pour l'informer des futures personnalités à caricaturer. La conception et la réparation des marionnettes est assurée par 4 permanents, sous l'égide d'Alain Duverne. La fabrication d'une marionnette prend environ un mois et est assez coûteuse. La matrice coûte 6 000 € et le tirage coûte 2 500 €. Elle comporte plusieurs étapes. À partir d'archives photos, une caricature de la personnalité est réalisée par Bruno Marty. Alain Duverne a besoin de 2 croquis, un de face, l'autre de profil. Contrairement aux caricatures de presse, l'expression des visages doit être assez neutre pour laisser passer un maximum d'émotions selon les situations. Une sculpture entière du modèle est fabriquée, elle sert ensuite à la création d'un moule associé. De la mousse de latex est ensuite coulée dans le moule, puis elle est cuite à 100 degrés durant 3 heures. Les yeux, les cils et les cheveux sont ajoutés et la marionnette est peinte. Elle subit le lavage, l'essorage et le séchage pour aider à l'adhérence de la peinture, et ainsi les traces des joints des moules sont masquées. Les marionnettes sont généralement fragiles. Le latex ne supporte pas les UV, les corps gras et le contact des mains. Ainsi, la marionnette de PPD doit être recréée tous les ans. Le délai plutôt long et coûteux de la fabrication relativement élevé implique quelques précautions avant de demander une marionnette. Toutes les personnes figurant dans l'émission n'ont pas forcément le droit à leur propre marionnette. Par exemple, Ben Laden est en fait une version modifiée de celui d'Harlem Désir, et Carla Bruni a d'abord eu une marionnette lambda, le temps de voir si ses relations avec Sarkozy dureraient. Au contraire, des marionnettes de personnalité, créées pour la version espagnole du show, servent parfois de français lambda. Et pendant quelques années, les marionnettes des minicums ont été réutilisées pour l'émission. Et d'ailleurs, pour info, les guignols de l'info, tout ça, il faut 2 personnes pour manipuler une marionnette. L'une pour la tête et l'autre pour les bras. L'émission fait ses débuts le 28 août 1988 sous le nom des Arènes de l'info. Le programme connaît un début difficile, entre l'humour maladroit et le concept bancal. Cette version est objectivement vue comme un départ raté. Et ils doivent aussi faire face au Bébé Show qui fait un carton sur TF1, qui aborde les mêmes thèmes et qui était déjà là depuis plusieurs années. Et le problème, c'est que quand une émission parlant d'actualité est enregistrée plusieurs semaines en avance, c'est difficile de coller à l'actualité. Néanmoins, à l'issue de la 2e saison, Arnold Boiseau, à l'époque auteur et metteur en scène du programme, voyant que l'émission commence à fonctionner, décide de démissionner à condition que ce soit Benoît Delépine qui le remplace pour diriger l'écriture. L'émission subit une restructuration et devient alors les Guignols de l'info. Sa formule change pour se rapprocher véritablement du format de journal télévisé. L'équipe est encore modifiée et François Rollin quitte l'émission en 1990, tandis que Jean-François Alain vient la rejoindre en octobre de cette même année et Franck Arguillère devient le nouveau directeur artistique après le départ d'Arnold Boiseau. En 1991, la guerre du Golfe provoque une montée d'audience sur Canal+, de téléspectateurs lassés par l'ambiance des journaux télévisés habituels, atteignant 10 à 14% de part de marché. Les Guignols de l'info est alors le seul média télévisuel à fournir une vision décalée de la guerre, avec notamment l'apparition de Monsieur Sylvestre, caricature de Sylvester Stallone, symbolisant l'impérialisme américain. C'est sous les traits de Sylvestre que sera personnalisée la World Company, entreprise de manipulation n'ayant qu'un but, le profit. Bonjour tête d'enfant blanc, bienvenue dans le monde merveilleux de World Company. En 1992, Bruno Gassio se joint aux auteurs Benoît Delépine et Jean-François Alain qui formeront le trio de l'âge d'or des Guignols. À partir de là, l'émission décolle véritablement, attirant chaque jour 3 millions de téléspectateurs en moyenne. En 1993, l'émission reçoit 2 Cèdres d'or pour la meilleure émission de variété et la meilleure émission de divertissement. Et en 1995, ils reçoivent le Grand Prix de l'humour de la 5e.
Chaque matin, l'équipe des auteurs passe au radar la presse quotidienne et en tire 4 à 5 informations. Ces informations servent ensuite à construire l'émission du jour. Ça permet aux gens de tout de suite comprendre à quel sujet l'équipe fait référence, sans devoir trop s'embêter à remettre les faits dans leur contexte. En début d'après-midi, vers 13-14h, une première ébauche de l'émission est proposée et est affinée jusqu'à 17h. Dans le même délai, les ateliers, qui occupent 80% de l'immeuble, reçoivent les consignes et commencent à préparer les marionnettes. Les maquilleuses, elles s'occupent de préparer les marionnettes au niveau de la coiffure et des vêtements, comme par exemple s'il faut repeindre ou juste poudrer le vieux latex. L'équipe dispose d'une grande collection d'accessoires de différentes tailles et près de 380 cartons sont empilés dans les ateliers, chacun cachant une tête. Par semaine, environ 5 costumes sont achetés et les habits des guignols sont coupés au niveau des coudes pour permettre la manipulation. De 17h à 19h55, dans le studio 104 de la Plaine Saint-Denis, les marionnettistes et les imitateurs reçoivent les textes et commencent à répéter. Au total, 3 répétitions sont faites. Il arrive quelquefois que des changements d'accessoires ou de décors se fassent à la dernière minute, ou plus rarement, des modifications de texte, comme suite au limogeage de Pierre Lescure où le JT a été changé à la dernière minute. Mais ça, j'en reparle plus tard. À 19h55, l'émission commence à être tournée, en direct donc. Les scènes de l'émission sont réalisées dans un studio de 3000 m², et 300 personnes dont 30 marionnettistes sont employés. Un budget de 15 millions d'euros par saison est alloué au tournage des sketchs, salaires et charges comprises. En clair, la forme de l'émission reprend celle des journaux télévisés. La présentation et les entretiens se font en direct, alors que les reportages sont préenregistrés. Les reportages et fictions, elles, sont tournés comme de vrais courts-métrages, avec décors, montages et effets spéciaux. Pour ce qui est de la diffusion, elle est effectuée pendant la tranche horaire claire de Canal+, à 20h-5. La rédaction des Guignols a souvent été accusée, et à raison, d'avoir provoqué l'élection de Jacques Chirac, et donc, par extension, d'avoir fait une forme de propagande. Mais la vérité, c'est que la rédaction des Guignols, majoritairement à gauche, détestait Édouard Balladur. Il était à l'époque le favori des sondages, et était donné gagnant contre tous les candidats. En clair, TF1 a mis Balladur en valeur, et ce dernier se sentait tout bonnement invincible. Puis bon, comme on le sait, Bouygues a autant besoin de l'État que l'État a besoin de Bouygues. Benoît Delépine se sera même expliqué sur l'affaire. Je cite. On détestait Balladur. Il était d'une prétention hallucinante avec un côté aristo qui faisait penser à l'époque giscardienne. Les Guignols ont sans doute participé à le déstabiliser. Cela dit, il s'est surtout déstabilisé tout seul. Chirac, lui, avait ce côté un peu loser sympa. Il s'était fait discret pendant quelques années et bénéficiait de l'image d'un homme neuf. Jospin n'était pas prêt. Il paraissait même surpris d'être là. On connaît la suite. Et ce même Benoît Delépine aura affirmé que même si les Guignols ont aidé à la victoire de Jacques Chirac, il aurait aimé que Jospin gagne, prouvant ainsi son orientation politique. Bruno Gassio se sera lui aussi expliqué sur cette accusation. Après des dizaines d'heures de visionnage, je peux affirmer que la meilleure période de l'émission est celle des années 90 à 2007. Les auteurs font un travail incroyable, les caricatures sont excellentes et l'esprit canal est encore parmi nous. Il a tout à fait cet esprit dont vous parlez tout le temps. L'esprit canal. Voilà, l'esprit canal. Après le départ de Bruno Gassio en 2007 pour coller au départ de Jacques Chirac, débutera le long déclin de l'émission. Bon, après c'est aussi qu'il aimait pas Sarkozy, mais bon... Et même si certains des comédiens historiques resteront jusqu'à la fin, à l'exception de quelques-uns, les auteurs quitteront l'émission chacun à leur tour, ou seront carrément limogés comme pendant la grande vague de licenciement de 2015, où la nouvelle direction de Canal+, les juge trop usés. Une grosse blague quand on sait ce que deviendra l'émission. En effet, il y a bien un homme qui a tenté par tous les moyens d'arrêter l'émission. Et cet homme, c'est Vincent Bolloré, mon pire ennemi, que vous connaissez comme patron de Vivendi et pote de Sarkozy. Vous voyez le truc là, non ? Le dossier Canal+ méritera lui tout seul d'ouvrir une deuxième chaîne. Mais pour faire simple, l'esprit Canal, né sous la direction d'André Rousset et Pierre Lescure, a commencé à s'essouffler après le rachat par Vivendi et l'arrivée de Xavier Couture. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis de moi. Pour s'éteindre à l'arrivée de Vincent Bolloré. Il aura tout fait pour pourrir Canal de l'intérieur et donne un ton très autoritaire dès son arrivée. Antoine Decaune est viré du Grand Journal, le zapping est supprimé, Yann Barthès quitte la présentation du Petit Journal, mais le pire sera réservé aux Guignols de l'info. Il a dès son arrivée voulu arrêter l'émission, qui sera maintenue à l'écran par la pression des abonnés de Canal+. Alors il a tout fait pour vider l'émission de l'intérieur. Licenciement des auteurs, réduction de temps à l'écran, réduction de budget, arrêt du direct, passage encrypté, et le pire du pire, PPD disparaît de l'émission. PPD, le présentateur historique de l'émission, a été viré par Bolloré d'un simple claquement de doigts.
Le directeur artistique de l'émission, Yves Le Roland, présent depuis 1995, sera quant à lui renvoyé en 2016. Le programme, dont le sujet principal est l'information occidentale, va prendre une direction people. Le titre de l'émission est raccourci simplement en Les Guignols, et le logo abandonne le rouge légendaire pour devenir bleu. Le JT, qui faisait 3 millions de téléspectateurs et 15% de part de marché, est passé sous la barre des 150 000. Et ce n'est pas le streaming qui sauvera l'émission du naufrage. Le 1er juin 2018, l'arrêt définitif des Guignols sera annoncé par la chaîne. Personnellement, je suis assez mitigé sur l'arrêt de l'émission. Je suis à la fois triste car c'était mon émission préférée, et content parce que les garder à l'écran dans cet état, c'était littéralement comme enculer un cadavre. Moi et mes parents, on était très fans des Guignols de l'info et des Simpsons, et on est une famille de gaullistes. Du coup c'était Canal+, et W9 au repas du soir, et on ne regardait quasiment jamais les JT de TF1. Au fil des années, j'aurais su me construire un avis très tranché sur le monde de la télévision en général. Mais il faut s'avouer qu'avec les années, les Guignols de l'info et Canal+, n'avaient plus le monopole dans le genre de l'émission d'info satirique et de la chaîne cryptée. Et si tout à l'heure j'ai parlé des Simpsons, bah c'est pas pour rien. Eux aussi ont été victimes du déclin. On critique le système américain dans les années 90, on devient caustique aux années 2000, et aujourd'hui ils sont juste regardés, puis ils se sont fait culbuter par South Park et Rick et Morty. Mais même s'ils ont fait rire les Français pendant des années, les Guignols auront été rattrapés par la dure réalité du monde. L'ultime sketch parle de lui-même. Et c'est ça qui ont fait leur succès. Les Guignols se moquaient de tout le monde, noirs, blancs, arabes, asiatiques, riches, pauvres, politiciens, sportifs, patrons, terroristes, animateurs, et même de leur propre patron, comme lorsque l'escure a commencé à faire des accords avec tout le monde. On rentre dans le capital de RFM et on lance le satellite Hot-Bird One, avec Bertelsmann à travers la CK en accord à la CLT, la licence européenne d'utilisation d'accès numérique du MediaGuard et du Media Highway. Pierre, arrête, tout le monde mal à la tête. En clair, ce qui a fait leur succès, c'est qu'ils n'avaient pas peur d'ouvrir leur gueule. On me fatigue, joyeux de rire. Aujourd'hui, Canal+ survit à travers les pubs et le sport, et on n'a plus qu'à espérer la mort de la chaîne. Voilà, maintenant vous pouvez éteindre votre écran et reprendre une activité normale. Allez, ciao, bonsoir.